L'UNESCO se mobilise pour Tombouctou. À Saint-Pétersbourg où se tient sa réunion, l'organisation demande la création d'un fonds spécial pour restaurer le patrimoine culturel du Mali après la destruction des mausolées de saints à Tombouctou. Toujours par rapport à la situation au nord du Mali, le Coren lance son cri du cœur. Le collectif demande une intervention sans délai pour faire cesser les violences dans les régions nord du Mali. Ses membres étaient réunis ce matin lors d'un sit-in à la place de l'Indépendance. Les examens du DEF ont démarré ce matin dans toutes les régions sauf celles occupées. Et pour coller à l'actualité, les 230 000 candidats devaient traiter les sujets sur la situation sécuritaire au nord du Mali et sur la désertification. Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 4 juillet, bienvenue à cette édition que nous démarrons comme tous les mercredis par le Conseil des ministres réunis à la primature. C'était sous la présidence de Cheikh Modibo Diarra, Premier ministre. Le Conseil des ministres, c'est avec Ibrahima Djambélé. Bonsoir. Bonsoir, Ndeye. Avec vous donc le Conseil, nous commençons par les nominations du jour. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Inspecteur à l'inspection des armées et services, colonel Amadou Makan Sidibé, colonel-major Gaussou Koulibaly. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, chef de cabinet, Chien Koro Doumbia, inspecteur des finances. Chargé des missions, capitaine Seydou Koulibaly, capitaine Mamadou Sangaré, Alassane Suleiman, journaliste réalisateur, directeur des finances et du matériel, capitaine Mamadou Sougouna. Au titre du ministère du Commerce, des Mines et de l'Industrie, directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, Modibo Keita, ingénieur de l'Industrie et des Mines. Au titre du ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, chargé des missions, Lala Kadeja El Oumrani, sociologue. Directeur des finances et du matériel, Madame Fomba Fatoumata Keita, inspecteur des services économiques. Directeur national de la pédagogie, Bonaventure Maïga, directeur des recherches. Au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement et de l'urbanisme, secrétaire général, Mahamadou Diallo, ingénieur des constructions civiles. Chef de cabinet, général de brigade, Mamadou Balo, conseiller technique. Alassane Diop, planificateur, Mamadou Wan, ingénieur des constructions civiles. Ruben Terra, ingénieur de construction civile. Abbas Yalkouye, ingénieur de construction civile. Famoussa Bamba Sissoko, magistrat. Madame Sissé Kadijat Traoré, administrateur civil. Chargé de mission, Yiriba Diarra, administrateur civil. Amadou Mahaman Sango, journaliste et réalisateur. Djakarija Sidibé, ingénieur, directeur des finances et du matériel, Lassine Thiro, inspecteur des services économiques, inspecteur en chef à l'inspection de l'équipement et des transports, Amadou Aldjouma Touré, ingénieur des constructions civiles. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine, le Conseil des ministres a été informé des conclusions de la 41e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La 41e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenue le 29 juin 2012 à Yamoussoukro. La conférence était présidée par son président en exercice, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, avec la participation des chefs d'État du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et du président par intérim de la Guinée-Bissau. La délégation du Mali était conduite par son Excellence, le Premier ministre, Dr Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo Diarra. L'ordre du jour portait sur l'évolution politique, économique et sécuritaire dans la région, l'état de mise en œuvre du programme d'intégration et la situation au Mali. À l'issue des débats, la conférence a pris d'importantes décisions concernant la mise en œuvre du programme d'intégration économique. La conférence a réaffirmé la nécessité d'approfondir le processus d'intégration régionale.
Elle a décidé de la conclusion rapide d'un accord de partenariat économique, APE, porteur de développement et exprimé sa préoccupation par rapport à l'atmosphère de tension qui caractérise les préparatifs d'élection. Concernant la situation au Mali, la conférence a fermement condamné les tentatives de certaines forces sociopolitiques visant à entraver la bonne marche de la transition politique en cours et particulièrement l'attaque violente perpétrée le 21 mai 2012 contre la personne du président par intérim. Elle a décidé de l'envoi immédiat d'une mission technique au Mali en vue d'évaluer la situation sur le terrain et de définir avec les autorités maliennes les conditions de l'intervention de la CEDEAO. La conférence soutient la transition politique en cours au Mali et se dit déterminée pour la consolidation du gouvernement de transition avec l'appui de toutes les parties prenantes en vue d'assurer la transition dans de bonnes conditions. Daisy Soko. Merci Ibrahima. Je vous l'annonçais dans les titres, le collectif des ressortissants du Nord Coren a organisé ce matin un sit-in. C'était à la place de l'indépendance. Le Coren demande à la communauté internationale et au gouvernement du Mali d'intervenir sans délai pour faire cesser les violences dans les régions nord du Mali. Amadou Sankaré y était, son reportage. La forte pluie qui s'est abattue sur Bamako ce mercredi matin n'a pas découragé les membres du collectif des ressortissants du Nord, puisque dès 6 heures, ils se sont retrouvés à la place de l'indépendance pour leur activité. Bien que ce soit un sit-in, les jeunes ont fait plusieurs tours du monument en scandant des slogans. Le Nord! Le Nord! Le Nord! Dans une déclaration commune, les ressortissants du Nord demandent à la communauté internationale, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, ainsi qu'à l'Algérie et tous les pays du champ d'intervenir sans délai pour faire cesser le chaos et le génocide de Nessa. Demande avec insistance au gouvernement malien de faire parvenir sa lettre de requête à la CEDEAO sans délai pour nous venir en aide. Exige du gouvernement du Mali la saisine de la Cour pénale internationale, CPI. Demande enfin au gouvernement de décréter sans délai un deuil national en la mémoire de toutes nos victimes civiles et militaires. Après le repli stratégique de notre armée, à quand son retour tactique sur le terrain? Nous ressortissants du Nord et sympathisants, souhaitons que ça soit demain. Au cours de ce sit-in, les députés ont laissé entendre qu'ils mettront tout leur poids dans la balance pour obtenir du gouvernement l'envoi de troupes dans les régions occupées. Les organisateurs de cette activité comptent partager le contenu de leur déclaration avec le gouvernement. Voilà à l'instant le sit-in du Coren organisé ce matin à la place de l'indépendance. Vous le savez, l'UNESCO a placé la semaine dernière Tombouctou sur la liste du patrimoine mondial en péril. Depuis, l'on assiste à la destruction des mausolées de saints à Tombouctou, une situation dénoncée par la communauté internationale comme des crimes de guerre. À Saint-Pétersbourg, en Russie, où se tient la session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, en présence de notre ministre de la Culture, les ambassadeurs de l'UNESCO très indignés demandent la création d'un fonds spécial pour le Mali. Ils projettent également une mission dans notre pays. Tous ensemble, ils sont venus exprimer leur indignation. Réunis à Saint-Pétersbourg pour leur assemblée annuelle, les ambassadeurs de l'UNESCO ont tenu devant les caméras à apporter leur soutien à la ministre malienne de la Culture, en larmes après la destruction des mausolées de Tombouctou. Blotti contre l'épaule de l'ambassadeur de France, Fadima Diallo savoure ce réconfort. Nous appelons les gouvernements, les organisations internationales, les ONG, les médias et toutes les opinions publiques et tous les hommes de bonne volonté à ne pas laisser les barbares éradiquer de la planète ces monuments qui témoignent du plus haut passé de l'histoire de l'homme. C'est une grave destruction pour nous. Nous sommes touchés dans nos cœurs. C'est un vrai choc pour les populations locales, car nos grands-pères, nos ancêtres sont enterrés là-bas et ce sont leurs tombes qu'ils ont saccagées. Le comité de l'UNESCO demande la création d'un fonds spécial pour aider le Mali à conserver et restaurer son patrimoine.
Il souhaite aussi envoyer sur place une mission dès que possible pour évaluer l'étendue des dégâts. Selon des témoignages, 7 des 16 mausolées de la ville sainte ont été détruits et la porte d'une mosquée saccagée. Les islamistes promettent de ne pas s'arrêter là. Ils veulent détruire tous les sites religieux et ce malgré les mises en garde de la Cour pénale internationale pour qui ces destructions sont des crimes de guerre. Je demande à ceux qui commettent ces crimes graves de cesser immédiatement les destructions de ces lieux de culte et monuments historiques parce qu'ils s'exposent aux poursuites de la Cour pénale internationale. Ces saccages interviennent alors que Tombouctou, la perle du désert, venait d'être inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial en péril. Voilà, la communauté internationale se mobilise en faveur de Tombouctou. Nous quittons la Russie pour la Belgique. Nous vous l'annonçons hier. La présidente du groupe parlementaire Amitié Mali-Belgique, Olga Ziren, a reçu le député Aïdara Aïchata Cissé. Les deux parlementaires ont échangé sur la situation au nord du Mali, avec un accent particulier sur la situation des femmes et des enfants considérés comme les couches les plus vulnérables. Olga Ziren s'est engagée à mener un plaidoyer auprès de l'Union européenne et du Conseil européen pour qu'une plus grande attention soit portée à la question du Nord. Écoutons-la au micro de notre correspondante à Bruxelles, Fatim Diallo. Ce qu'on a constaté dans nos échanges aujourd'hui avec Mme Cissé, mais aussi avec Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, c'est que peut-être qu'il faut absolument alerter de ce qui est en train de se passer. C'est quand même une conséquence de la situation libyenne. Et avoir une zone aussi instable et aussi tendue, entourée de pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, n'est pas bon pour la région. Le Mali a déjà suffisamment de difficultés. Nous sommes le 7e bailleur de fonds en bilatéral. Je crois que c'est un peu dans nos responsabilités de voir ce qui se passe là et surtout de voir de quelle manière on peut solliciter pour que l'aide alimentaire urgente soit prise en considération, autant dans les moyens que la Belgique peut avoir, mais aussi d'interpeller et d'alerter l'Union européenne sur ce qui risque d'arriver très prochainement. Et vous savez comment les situations peuvent vite dégénérer. Il est important d'être présent au bon moment et de ne pas mettre cette situation très tendue qui pourrait s'aggraver et de ne pas faire en sorte que la population puisse être le mieux protégée. Retour sur le continent et retour sur la visite effectuée au Niger par le ministre de la Défense et des anciens combattants, une occasion mise à profit par Yamoussa Camara pour évoquer quelques raisons qui ont fait tomber le nord du pays dans les mains de l'ennemi. Selon lui, l'armée malienne a enregistré une désertion très importante des éléments intégrés après les différentes rébellions. Une déferlante militaire qui a vite affecté donc le dispositif de combat au nord du pays. Nos envoyés spéciaux sont Aliou Touré et Mariam Sagara, et ils reviennent sur cette visite. Aucune armée ne peut résister à une désertion massive de ses combattants. Ce sont là les propos du ministre de la Défense, le colonel-major Yamoussa Camara, face au détachement militaire à Niamey. Quand les hostilités ont commencé, il y a plus d'1 millier d'intégrés qui ont déserté nos rangs avec armes et bagages pour aller grossir les rangs des forces de l'opposition. Je ne pense pas qu'il y ait dans la sous-région beaucoup d'armées qui soient capables de résister à une telle défection massive. Et la plupart du temps, on s'est rendu compte que ces éléments-là détenaient des postes de responsabilité à tous les niveaux. En plus de ce départ massif des intégrés, le dysfonctionnement dans le commandement et le recrutement complaisant avaient beaucoup affaibli l'armée malienne. L'armée, dans toutes les démocraties, est aux ordres du pouvoir légal. Mais ce qui est inacceptable et scandaleux, c'est que ce pouvoir politique, au-delà de ses énormes prérogatives, aille jusqu'à s'ingérer dans le fonctionnement régulier des armées et des services. Le colonel-major Yamoussa Camara met en confiance et en condition les combattants engagés pour recouvrer les territoires perdus. Aucun d'eux ne sera plus jamais accepté dans les armées. On ne peut pas accepter des gens qui du jour au lendemain ont retourné les armes contre leurs camarades. Ça va affecter notre commandement et on ne veut pas ça.
Nous voulons que désormais ce qui s'est passé ne se recommence plus jamais. Plus de traîtres dans l'armée malienne, a martelé le ministre de la Défense. Le Mali a besoin d'une armée unie, cohérente, forte et soudée pour la défense de la patrie. Fin hier à Abidjan de la table ronde de l'UEMOA sur le financement de la deuxième phase du programme économique régional PER2. Pour l'occasion, l'UEMOA et ses partenaires recherchaient 4 400 milliards de francs CFA pour le financement de 102 projets intégrateurs. Soulignant qu'au Mali, 11 projets d'infrastructure sont concernés par cette deuxième phase du programme économique régional. Retrouvons nos envoyés spéciaux à Abidjan, Sidiki Dambélé et Idrissa Traoré. Sur les 4 400 milliards de francs CFA que l'UEMOA recherchait pour le financement de la deuxième phase de son programme économique et régional, elle a récolté des intentions de contribution de l'ordre de 2035 milliards de francs CFA de bailleurs de fonds, soit 46% du montant recherché à l'issue de la table ronde d'Abidjan. Les comptes n'y sont pas, mais les responsables de l'UEMOA et leurs partenaires ne désespèrent pas. Les 2035 milliards qui ont été annoncés, je crois les bailleurs vont se revoir avec nous pour savoir sur quel projet ils vont les affecter. Il y a plusieurs bailleurs qui ont dit qu'ils vont annoncer plus tard leur contribution. Donc tous ceux qui n'ont rien annoncé aujourd'hui et qui vont annoncer quelque chose, peut-être c'est 2035 autres milliards, et si on a 2035 milliards de plus, ça va faire déjà 4070. On n'est pas très loin du compte. Les annonces provisoires que nous avons eues sont presque équivalentes au total que nous avons mobilisé la dernière fois. Donc, compte tenu du potentiel, je l'ai dit dans mon introduction, que nous attendons, nous n'avons pas d'inquiétude en ce qui concerne la couverture de nos besoins et par les ressources que nous attendons. Pas de panique donc, les 102 projets intégrateurs du programme économique régional deuxième génération seront bien lancés à travers l'espace économique. Au Mali, 11 projets sont concernés. Ils couvrent les secteurs routiers, l'hydraulique villageoise, l'interconnexion électrique et l'agriculture. Il y a des projets concernant la réalisation des axes routiers communautaires. Et parmi ces axes routiers communautaires, nous pouvons citer par exemple la route Douanzan-Gao, qu'on appelle communément la Trans-Ouest africaine. Vous savez, cette Trans-Ouest africaine permet de relier l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, voire à l'Afrique de l'Est. Au regard de la pertinence des axes stratégiques de ces PER2, les autorités de l'Union vont mobiliser des ressources internes et poursuivre leur plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour l'atteinte des objectifs de croissance. Aussi, voudrais-je me réjouir de l'engagement des partenaires au développement à appuyer la mise en œuvre des axes du programme économique régional par la mobilisation de ressources. L'espace communautaire a un pactole de 2378 milliards de francs CFA à recouvrer. Autant dire qu'il y a du pain sur la planche. Oui, mais le sommet s'est achevé sur une bonne note avec des promesses. Retour chez nous, les examens du diplôme d'études fondamentales ont démarré ce matin partout au Mali, sauf dans les régions occupées. Et justement, l'épreuve de rédaction a porté sur deux sujets d'actualité, la situation sécuritaire au nord du Mali et la désertification. Ils sont plus de 230 000 candidats, dont 15 000 venus des régions occupées. Deux centres d'examen de la capitale ont été visités par le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Adama Wan était porteur du message du gouvernement. Mohamed Diarra l'a suivi. La rébellion au nord du Mali, la question s'invite dans l'examen du diplôme d'études fondamentales d'EF. Les candidats doivent écrire une lettre pour demander à leurs camarades de soutenir les forces armées dans la reconquête des régions occupées. Voilà le premier sujet de rédaction de la première journée. Un sujet d'une brûlante actualité qui exige une solidarité nationale. On va écrire une lettre sur ça pour envoyer à un ami. Je vais vous dire de faire une aide au nord. Je pense qu'on va voir combien déjà il y a un élan de solidarité avec nos populations, mais aussi un élan de révolte face à la situation du nord de notre pays. Cette année, ils sont plus de 230 000 candidats, toutes catégories confondues, classiques et franco-arabes. Parmi ceux-ci, on enregistre 15 000 élèves déplacés des régions occupées. Comme beaucoup ont été déjà accueillis, je pense qu'il y a un très grand nombre, environ 15 000 qui ont été accueillis dans le sud du pays. Certains, sinon la plupart, ont pu aussi avoir bénéficié de cours de rattrapage et ont pu se présenter. Mais il est évident
qu'il y en a qui n'ont pas cette possibilité-là. Et pour ceci, la seconde session, qui n'est pas une session de rattrapage, mais une session spéciale, leur permettra d'exercer leurs droits. Adama Wan a apporté l'encouragement du gouvernement aux candidats de 2 centres d'examen de la capitale. Le centre Mohamed Al-Oulem, où composent 240 arabisans, et le centre Mamadou Konaté, où 521 candidats se soumettent à l'examen d'entrée dans les écoles secondaires. Voilà les candidats qui ont composé sous la pluie ce matin. Bonne chance à tous. Autre sujet, plus de 500 millions de francs CFA. C'est le projet de budget 2012 de l'Agence nationale de communication pour le développement ANCD. C'est le chiffre annoncé à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'ANCD. Ouverture présidée par le ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies, porte-parole du gouvernement. Le compte-rendu de Ramata Konaté. L'ex-centre des services de production audiovisuelle CESPA est depuis plus de 7 mois l'Agence nationale de communication pour le développement ANCD. Avec ce changement, l'entreprise devient un établissement public à caractère administratif. C'est pour examiner et adopter les textes de la nouvelle structure que se tient cette première session extraordinaire de l'ANCD. Ainsi, les administrateurs échangent sur le projet de l'organigramme, le cadre organique, le projet d'accord d'établissement. Autre point important de cette rencontre, le rapport d'activité 2011 et le projet de budget 2012. Il se chiffre en recettes et en dépenses à 515 millions de francs CFA, dont 315 millions de francs CFA en ressources propres et 200 millions pour la subvention de l'État. Ce budget prévisionnel s'inscrit non seulement dans le cadre du renforcement de vos missions, qui sont des missions de service public, mais aussi dans la perspective de mieux définir et d'orienter les besoins potentiels de communication des départements ministériels partenaires. Il s'agit surtout d'appuyer l'Agence nationale de communication pour le développement dans ses actions de communication pour répondre aux attentes des populations en matière de culture de la paix, de promotion du genre, des droits et libertés, de bonne organisation des élections, entre autres. La première session extraordinaire de l'ANCD se tient à un moment où les Maliens doivent s'unir pour la reconquête des régions du Nord occupées par des groupes armés. Et la structure a, selon le ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies, un rôle important à jouer dans l'atteinte de cet objectif. Sensibilisation et lutte contre la consommation de tabac, c'est ce qui a fait réunir ce matin au siège de l'OMS les membres du réseau de lutte contre le tabac et autres stupéfiants au Mali, ainsi que les leaders politiques. C'était à l'occasion d'une conférence scientifique sur l'ingérence de l'industrie du tabac et ses conséquences sur le corps humain. Selon les spécialistes, si rien n'est fait, le nombre annuel de décès liés au tabac pourrait atteindre 8 millions d'ici 2030. Reportage de Salimata Dao. L'ingérence de l'industrie du tabac, c'était le thème consacré à l'édition 2012 de la Journée mondiale de lutte contre le tabac, commémorée le 31 mai dernier. Un thème qui dénonce les nouvelles stratégies utilisées par l'industrie du tabac pour dissuader les gouvernements à s'engager fortement dans la lutte anti-tabac. Les acteurs engagés dans la lutte contre le tabac ont organisé cette conférence scientifique pour recenser les actions pouvant réduire de façon conséquente l'utilisation de ce stupéfiant dans notre pays. Nous, en tant qu'acteurs sur le terrain, nous sommes conscients que le tabac est en train de s'organiser vers notre groupe vulnérable, notamment les enfants et les femmes. Nous avons engagé cette conférence scientifique pour démontrer encore beaucoup plus les méfaits du tabac sur l'organisme, sur le développement social et sur l'environnement. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le tabac constitue la plus grave arme destructive, directe et insidieuse. Le Mali, bien qu'ayant reçu des récompenses dans le domaine de la lutte contre le tabagisme, a encore du chemin à faire. Notre loi a interdit toute forme de publicité des produits du tabac. Toutes ces mesures sont certainement méconnues. Avec la naissance du Comité national du contrôle du tabac, ces activités de sensibilisation vont certainement commencer. Il faut un changement de comportement, comme le recommande cette conférence scientifique. Les participants ont analysé les stratégies de l'industrie du tabac et les méfaits du stupéfiant, dont les résultats seront soumis à l'opinion publique pour une prise de conscience.
Si rien n'est fait dans ce sens, l'OMS prévoit 8 millions de décès annuels d'ici 2030. Et oui, un chiffre qui fait peur. Attention donc à la consommation de tabac. Le tabac est dangereux pour la santé, vous l'avez entendu dans ce reportage de Salimata Daou. En 5e région, lancement d'un important projet d'un coût de plus d'1 milliard de francs CFA dans la commune de Fakala, cercle de Djéné. Le projet d'appui à la sécurité alimentaire vise à renforcer la résilience de 120 000 personnes de la région de Mopti. Le reportage de Mustapha Doumbia. Financé à environ 1,188 milliard de francs CFA par le Royaume des Pays-Bas, le projet d'appui à la sécurité alimentaire vise à renforcer la résilience de 120 000 personnes de la région de Mopti. Une cible qui s'est répartie entre 21 communes des cercles de Djéné, Tenenkou, Mopti et Bankasso. Le projet sera exécuté sur une période de 7 mois par Care International au Mali. Les actions du programme porteront essentiellement sur le transfert d'argent, le cash contre le travail, la semence contre le travail, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Ce projet qui permettra également de réduire les impacts négatifs sur le programme d'aménagement du delta intérieur du Niger illustre la solidarité entre peuples néerlandais et maliens. Nos actions s'inscrivent dans le développement durable et notre coopération s'inscrit dans les secteurs du développement agricole, de l'éducation et de la santé. J'ai plaisir à exprimer au nom du gouvernement de la République du Mali et de l'ensemble des villages bénéficiaires toute notre reconnaissance au gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour cet important appui financier et les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour aider au développement rural du Mali en général et de la région de Mopti en particulier. Un autre temps fort de la cérémonie de lancement du projet d'appui à la sécurité alimentaire, c'est la signature des contrats de financement entre Care International au Mali et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Action de solidarité à Sikasso, le rallye du cœur initié par le directeur exécutif de Randgold Ressources est passé à Sikasso et à Bourini avec 40 tonnes de vivres. Le rallye a été bien accueilli hier à Sikasso. Reportage de Sekou Konaté. Le rallye du cœur qui entre ainsi dans le cercle de Bougouni est baptisé Nos vies en partage. Il est une initiative du directeur exécutif de Randgold Resources, Marc Bristow, et vise à soulager la souffrance des populations en détresse. As the prefect explained, vraiment, nos vies en partage est extrêmement important pour nous parce que nous devons développer le partenariat non seulement en temps normal, mais surtout pendant les périodes difficiles. Nous pensons particulièrement aux populations affectées, telles que les réfugiés, telles que les orphelins. Pour cette édition, l'initiateur apporte avec lui 40 tonnes de vivres destinés aux populations des communes de Bougouni, Koualé, Débélin, Koumantou et les populations déplacées des régions nord du Mali vivant dans le cercle. Ce don me dit qu'il y a des gens qui viennent de loin, qui encore pensent à nous. C'est-à-dire quand tu sens que les gens te soutiennent, tu es moralement satisfait. Notre pays connaît une phase difficile de son histoire, comme d'ailleurs d'autres nations l'ont connu. Mais nous sommes convaincus que, avec tout ce que nous incarnons, comme valeur sociétale, nous saurons surmonter toutes ces difficultés, bien sûr avec l'accompagnement de tous nos partenaires. Cap est alors mis sur la mine de Mourila pour un repos bien mérité. Pour la randonnée 2012, Marc Bristow est accompagné de 2 de ses fils, des amis et collaborateurs sur 9 motos, son épouse et autres partenaires de l'opération. Le rallye du cœur, Nos vies en partage, une caravane humanitaire qui doit passer dans 17 pays, dont le Mali. Parlons sport, championnat Ligue 1, 24e journée. La rencontre CSK Assom a été reportée à demain jeudi pour cause de coupure d'électricité au stade Modibo Keïta. Auparavant, l'AS Real avait dominé l'AS Police 2-0. Le résumé de la journée avec Diara Konaté. L'AS Police chute encore face au Real de Bamako après 2 victoires de suite lors des journées précédentes.
Battu 2-0, la dernière ligne droite du championnat est compliquée pour les policiers. Il manque beaucoup de choses. Il y a manque de joueurs, il y a manque de personnalité. Ils n'ont même pas d'âge. Même l'entraîneur, ça ne va pas. Vous voyez? Bon, même les Real aussi, nous aussi, ça ne va pas tellement. Parce qu'on cherche à nous maintenir. Sinon, nous, on ne peut pas rentrer maintenant dans les batailles. Les réalistes également en difficulté prennent rapidement le jeu à leur compte. Ils passent plusieurs fois à côté de l'ouverture du score jusqu'à la 22e minute. But inscrit par Alou Badrasila. La seconde période sera marquée par des maladresses. Nikondao est l'auteur d'une double tentative manquée. Après ces pénaltys ratés, le suspense demeure. L'inévitable Alou Badrasila signe un doublé à la 81e minute. 2-0, score final. Le Real n'a d'autre choix que de récupérer son statut de grand club du Mali. L'AS Police est une équipe à respecter, c'est une très bonne équipe. Aujourd'hui, on a eu plus de chances devant les buts et nos attaquants ont été trop lucides, donc nous avons gagné. Le Real s'est créé beaucoup d'occasions. Nous, c'était la maladresse, ils allaient mettre à peu près 4 buts comme ça avec le pénalty raté là. La seconde rencontre sans Salif Keita, club olympique de Missira, sera reportée suite à une coupure de courant au stade Modibo Keita. Cet arrêt est intervenu à la 72e minute. Ainsi, Seska et Assom, impuissants, se rencontrent ce jeudi encore à la même heure. Voilà, espérons que lors de la prochaine journée, il n'y ait pas de coupure d'électricité. C'est tristement que nous allons refermer ce journal. Le RTM est en deuil. Mamadou Mambi Koulibaly, preneur de sang à la retraite, a été rappelé à Dieu lundi dernier. Il a été inhumé hier mardi au cimetière de Kalabankoro. Brahima Kone. Né en 1949 à Djidjan dans le cercle de Kita, Mamadou Mambi Koulibaly fit ses études primaires dans son village natal. Après de brillantes études au second cycle de Kita, il accéda à l'ESICA où il fit ses études secondaires. Sa passion pour le service public le conduira successivement le 14 novembre 1973 à l'ORTM, puis le 22 février 1980 au centre de formation radiophonique de la Deutsche Welle. Ici, Mambi fera plusieurs formations dans les domaines de l'électronique et de la radioélectricité. Depuis lors, il travaillera pendant 36 ans à la section son de l'ORTM jusqu'à sa retraite en janvier 2009. Réputé pour son courage et sa bonne collaboration durant toute sa vie, l'intrépide Mambi a été rappelé à Dieu ce lundi 2 juillet 2012. À la télévision et à la radio nationale, il a été d'un secours inépuisable pour moi. Et à la maison également, même dans son lit d'hôpital, il n'arrêtait pas de rappeler son affection. Sur le plan amitié, Mambi est sans reproche. Mambi sourit avec tout le monde. Pendant plus de 25 ans, on est ensemble. C'était un ami sincère. Les collègues de Mamadou Mambi Koulibaly retiennent de lui le sens élevé du travail bien fait. C'est un collègue, c'est un parent, c'est un ami. C'est un tout pour nous tous. Il a travaillé pour nous tous, il a travaillé pour le pays, il a travaillé pour l'ORTM, il a travaillé pour toute la population. L'apparence simple de Mambi, qui quelquefois à la limite frisait la négligence, cachait en réalité une personnalité avec un sens profond de l'honneur et de la dignité humaine. Avec lui, je perds un ami. Ainsi, l'ORTM, les amis, les collaborateurs et les parents de Mamadou Mambi Koulibaly perdent un grand homme. Mambi Koulibaly a été inhumé ce mardi 3 juillet 2012 au cimetière de Kalabankoro. Il laisse derrière lui 2 veuves et plusieurs enfants inconsolables. Que la terre lui soit légère. C'est tout pour ce soir. Merci d'être resté des nôtres. Je vous retrouve demain à 18h et à 20h. Merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation et merci de ne pas les oublier.